Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle Unipop Histoire. Ravi de vous accueillir. Nous sommes à nouveau dans le dispositif Unipop de ville en ville et donc nous sommes en direct avec 15 cinémas. Alors, vous l'avez compris, ce soir nous allons parler de l'Égypte contemporaine. Alors, j'imagine que vous avez l'info, malheureusement, que nous n'avons reçu que vendredi dernier. Nous avions annoncé et prévu une visioconférence à l'issue du film avec le réalisateur Tariq Saleh, qui ne pourra pas être avec nous. Il a envoyé une petite vidéo que nous diffuserons à la fin de l'intervention. Mais nous avons avec nous, comme ça a été annoncé, l'historienne Anne-Claire de Gueffier-Bonneville. Bienvenue à vous. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes agrégé docteur en histoire, vous êtes professeur à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes spécialiste de l'histoire du Proche et du Moyen-Orient, et en particulier de l'Égypte, bien sûr, et vous avez notamment publié l'histoire de l'Égypte moderne, l'éveil d'une nation du 19e au 21e siècle, donc collection Champ Histoire. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, et à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Le 3 juillet 2013, le général Abdel Fattah el-Sisi, alors ministre de la Défense, s'imposait comme le nouvel homme fort de l'Égypte après 18 mois de turbulences politiques. Ce jour-là, entouré des représentants des différentes confessions dans le pays et des responsables de l'opposition, il annonçait la tenue d'élections prochaines, puisque quelques heures auparavant, le président élu un an avant, Mohamed Morsi, avait été déposé et placé en résidence surveillée dans une caserne dont la localisation était tenue secrète. Une bonne dizaine de millions d'Égyptiens s'étaient mobilisés dans les jours précédents contre le pouvoir qui avait cherché à frériser, c'est un mot qu'on a créé pour faire référence aux frères musulmans, donc le pouvoir qui avait cherché à frériser les institutions égyptiennes. Abdel Fattah el-Sisi entrait sur la scène politique et devait sans tarder asseoir sa légitimité. Quelques jours plus tard, quelques jours plus tard, cette photo-là, qui est à gauche, circule sur les réseaux sociaux, celle d'un jeune garçon qui salue le président Nasser. Il s'agirait d'Abdel Fattah el-Sisi. Il n'y a aucune confirmation, mais la rumeur se répand et sert, fort à point, le dessein du général. La photo et la rumeur permettent de tisser un lien avec le très charismatique président Nasser. L'image tutélaire de Nasser baigne de son aura la nouvelle direction du pays. Et quelques jours plus tard encore, sur les murs de la mosquée qui abrite la tombe de Nasser, on est à la veille du 23 juillet, qui est la fête nationale en Égypte et qui commémore le coup d'État de 1952, une grande banderole était déployée et, vous le voyez, il y a le portrait à la fois des deux hommes, Sisi et Nasser. Et puis dans l'année qui suit, Sisi s'est employé à mener des grands travaux sur le canal de Suez, un autre point qui le rapproche de Nasser et l'inscrit dans le sillage du premier président de la République égyptienne. Voilà la raison pour laquelle j'ai proposé de parcourir l'histoire de l'Égypte qui commence en 1952 en essayant de voir si le parallèle entre Nasser et Sisi est pertinent. Et je vous propose d'avancer à travers 3 thèmes. Premièrement, le président Sisi poursuit-il le projet de Nasser de bâtir une société égalitaire ?
J'ai à l'esprit l'une des premières mesures phares des putschistes, quelques mois après le coup d'État, la mesure qui va transformer le statut de ce qui vient de se passer, qui en fait qu'on rentre dans une révolution, et non pas juste dans un changement de dirigeant. C'est la réforme agraire qui limite la possession foncière et redistribue les terres confisquées aux paysans. Le deuxième axe sera consacré à la politique. Est-ce que Nasser et Sisi s'inspirent tous les deux de la même conception et de la même pratique du pouvoir? Et puis le troisième pan de cet exposé est un peu un clin d'œil tout particulier à la France et à l'échec de 1956. Nasser a mené un combat pour sortir son pays de la tutelle et de la dépendance, à l'époque européenne. Il nourrissait une ambition farouche d'indépendance pour son pays. Est-ce que le président actuel poursuit le grand combat de Nasser pour l'indépendance de son pays? Alors évidemment, le monde a bien changé entre le moment où Nasser prenait le pouvoir, 1952, et les années 2020. Et l'Égypte aussi a bien changé, ne serait-ce qu'au plan démographique. Et je vous ai mis ici une diapositive pour vous montrer l'évolution de la population. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette petite chose qui voilà. L'évolution de la population en Égypte de 1897 à 2017. Et vous voyez cette courbe, celle qui est la plus haute, qui est donc l'évolution de la population en Égypte. Les deux courbes en bas représentent l'évolution de la population urbaine et l'évolution de la population du delta. Cette question démographique, Nasser en avait tout à fait conscience. Il n'a rien mis véritablement en place pour favoriser la réduction des naissances, mais il avertissait ses concitoyens. Voilà ce qu'il disait. Le nombre total d'Égyptiens est de 22 millions. Il s'accroît de 350 000 personnes chaque année. Dans 50 ans, la population de l'Égypte aura atteint 44 millions. J'étais un petit peu trompé sur les chiffres. Si nous voulons être honnêtes dans nos objectifs d'élévation de notre niveau de vie, nous ne devons pas oublier ce fait. Et l'Égypte a dépassé les 100 millions d'habitants sur l'année 2016-2017. Les chiffres actuels sont de plus de 116 millions d'habitants et on parle de 200 millions en 2100. Alors si pour Nasser, le défi du développement était déjà grand, pour une population d'environ 25 millions d'habitants, quel est-il maintenant? Alors nous allons commencer par voir le projet de société égalitaire porté par Nasser. Ce sera notre premier point. Et sans doute faut-il rattacher ce projet à son origine modeste. Et c'est le cas aussi pour Abdel Fattah al-Sisi. Le père de Nasser était postier, le père d'al-Sisi était commerçant du souk au Caire. Et tous les deux accordent une importance similaire au rôle de l'État dans la vie et dans le développement du pays. Dans les mémoires de la femme de Nasser, de son épouse, il y a un court passage où Nasser, en déplacement sur la côte nord, donc sur la Méditerranée, rappelle à son épouse son ambition pour le peuple égyptien. « Je veux que ces enfants aient accès à l'éducation et aux soins médicaux, comme notre fils Khaled. N'est-il pas temps ?» dit-il. « La seule chose qui est en mon pouvoir est de travailler sans relâche pour rehausser le niveau du paysan dans les villages, des laissés pour compte et surtout pour diffuser l'éducation. » Et dans cette perspective, Nasser engage l'État dans le développement économique du pays. Ce sera ce qu'on appelle le socialisme arabe.
socialisme arabe. On a rajouté le qualificatif arabe pour le distinguer de ce qui se développe à la même époque en Union soviétique, parce qu'il y a quelques différences entre ce que font les différents pays arabes. La Syrie aussi, par exemple, adopte le socialisme arabe, et ce que fait l'Union soviétique. Alors, quelles sont les réalisations dans ce domaine de Nasser et de l'Égypte à cette époque-là? Eh bien, on peut évoquer la modernisation du pays par une politique de grands travaux. Et ce que l'on connaît le mieux, évidemment, c'est le barrage d'Assouan, le grand barrage d'Assouan. Pourquoi ce grand barrage? Parce qu'il doit permettre l'électrification des campagnes. Il doit permettre aussi de contrôler le cours du Nil de façon à ce que l'Égypte ne soit plus soumise aux différentes crues du Nil. Et puis, eh bien, en ayant un barrage de retenue, un grand barrage, et un lac derrière, on va pouvoir aussi irriguer de nouvelles terres. Voilà. Pour mettre en œuvre tout ce projet de modernisation de l'Égypte, il faut passer par la planification. Ça rappelle un peu le système soviétique. Et le projet de Nasser, et c'est le slogan qu'il utilise, c'est de pouvoir, à travers cette planification, produire de l'aiguille au missile. Produire de l'aiguille au missile, grand projet d'industrialisation qui sera conduite par l'État. L'État qui tirera des secteurs bénéficiaires l'argent pour assurer le développement des industries moins compétitives et qui permettra aussi la construction des infrastructures dont le pays a besoin. Mais en fait, la faiblesse ou l'insuffisance des résultats et également la fuite des capitaux privés qui ne se réinvestissent pas comme espéré va conduire le pouvoir égyptien aux premières nationalisations. On est au début des années 60. Les premières nationalisations ont lieu, celles des banques, et puis ensuite les nationalisations vont toucher tous les secteurs. Et en 1962, le pouvoir va même encore un petit peu plus loin. Les 600 familles égyptiennes les plus riches sont dépossédées de leurs biens. Voilà. Rôle de l'État. On essaye de développer l'Égypte. Alors, avec ces nationalisations, eh bien, vous imaginez bien, la fonction publique enfle et la bureaucratie enfle. Et dans les premières années, eh bien, les résultats sont plutôt satisfaisants. En 1958, le taux de croissance de l'Égypte est de 12,5%. Bon, c'est une année exceptionnelle, c'est vrai, mais c'est assez époustouflant. Évidemment, le pouvoir s'en satisfait tout à fait. Alors, on va refaire des routes. Par exemple, en 1952, on avait seulement 2800 km de routes goudronnées. En 1970, on en a 13 900. Voilà, on travaille. On travaille sur les routes. On va créer des emplois. On va créer beaucoup d'emplois. Au début des années 60, c'est une période où le plein emploi est presque atteint. On va, je vous ai dit, favoriser le développement de la scolarisation, y compris dans l'enseignement supérieur. Et les diplômés de l'enseignement supérieur obtiennent la garantie d'un emploi dans le secteur public à partir de 1963. Si vous voulez rentrer dans le secteur public, les diplômés de l'enseignement supérieur obtiennent d'office un emploi. L'idée derrière, c'est de conserver au service de l'État des spécialistes et des techniciens, qu'ils ne s'en aillent pas. On assiste aussi à une amélioration du niveau de vie par l'encadrement des prix,
Bon, il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, un peu de pénurie. Mais elle est masquée, la pénurie. Elle est masquée. Par exemple, la pénurie de viande, on ne s'en rend pas vraiment compte parce que les boucheries n'ont le droit d'ouvrir que 2 ou 3 jours par semaine. Voilà. On manque aussi de monnaie. Mais on va régler l'affaire, on va utiliser des timbres-poste. Donc quand vous allez chez un commerçant, eh bien, on vous rendra la monnaie avec des timbres-poste. On s'arrange. Les Égyptiens sont assez doués pour ce genre de choses. L'amélioration du niveau de vie passe aussi par le relèvement du salaire minimum. Dans les campagnes, on va mettre en place des baux ruraux. On va les encadrer, ces baux ruraux, de façon à ce qu'il y ait moins de difficultés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la première mesure du pouvoir, qui était la confiscation des terres au-delà d'un certain seuil. Bon, en fait, la redistribution des terres agricoles est très limitée. 15% seulement des terres agricoles seront redistribuées parce qu'on s'arrange. Les terres sont au sein de la famille données à l'épouse, aux enfants, et comme ça, on est toujours en dessous du seuil. Mais cependant, on peut constater que le nombre de pauvres dans les campagnes diminue. En 1950, le nombre de pauvres dans les campagnes était de 56,1%. En 58-59, eh bien, il n'est plus que de 27,4%. On développe aussi la protection sociale, début de la sécurité sociale. On va voir aussi la législation sur le travail évoluer. En 61, par exemple, le repos hebdomadaire obligatoire est étendu à toute l'industrie. Et puis on va aussi limiter le nombre d'heures de travail par jour, 7 heures de travail par jour. L'effort de scolarisation des enfants est engagé et en fait on poursuit le mouvement qui avait déjà été un peu lancé par la monarchie. On arrive dans les années 60 à 66% des enfants scolarisés. Alors il y a un déséquilibre entre les filles et les garçons, mais globalement 66% des enfants sont scolarisés. Et l'enjeu est assez capital derrière cette scolarisation. On veut une meilleure formation qui, conjuguée à une amélioration de la santé, doit permettre des gains de productivité. Et de ces gains de productivité découlera une augmentation du revenu national. Voilà. Avec Nasser, on est dans une logique de redistribution égalitaire dans la mesure du possible, et plutôt égalitaire effectivement, des fruits de la croissance. Je disais égalitaire, plutôt égalitaire, parce que il faut ajouter à ce bilan en fait la décapitation de l'élite économique. Je vous ai dit, les 600 familles les plus riches voient leurs biens confisqués. Et puis, les communautés étrangères qui étaient très dynamiques vont quitter l'Égypte après 1956 et dans le courant des années 60. À la fin des années 60, quand on dresse le bilan économique, les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous. Le PNB par habitant en 69-70, il a augmenté de 0,8%. Pas beaucoup. La balance des paiements est déficitaire. La bureaucratie a augmenté. Elle est redondante, elle est compliquée, elle freine toute initiative. Le canal de Suez, qui est censé rapporter de l'argent, il a été fermé entre 56 et 57. Et puis, à partir de entre 56 et 57, et puis à partir de 67, il n'y a plus de circulation possible dans le canal de Suez. Et puis, une partie du budget est orientée en direction des dépenses militaires. Et ce, à partir de 1962, l'Égypte, à partir de 1962, s'engage dans la guerre au Yémen.
Alors, à la mort de Nasser, lorsque Sadat prend les rênes du pouvoir, il est presque contraint de faire le choix d'une économie plus libérale, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il fait le choix d'une économie plus libérale qu'on va appeler la politique d'ouverture d'Infita. Ça veut dire quoi, très concrètement, cette politique d'ouverture ? L'idée, c'est de réintégrer l'Égypte dans les circuits économiques et financiers du monde libéral. L'Égypte s'était repliée sur elle-même, puisqu'elle avait l'objectif de produire de l'aiguille au missile. On rouvre, on essaie de réintégrer l'Égypte dans ses circuits économiques et financiers. Le second axe, c'est de diminuer le rôle de l'État dans l'économie. Et puis on peut rajouter dans la politique de Sadat, l'idée de rouvrir le canal de Suez, fermé à cause du conflit, et essayer de mettre un terme à l'état de guerre avec Israël qui coûte très cher à l'Égypte. Donc, très concrètement, le socialisme arabe a vécu quelques années. La parenthèse de ce socialisme arabe est fermée et le choix d'une économie libérale n'est pas remis en question par les successeurs de Sadat et il est même renforcé sous Moubarak. Moubarak, oui, excusez-moi, vous devriez avoir une petite chronologie pour vous rappeler la succession. Il n'y a pas eu beaucoup de présidents en Égypte. C'est assez pratique. Donc, lorsque Hosni Moubarak arrive au pouvoir, on est en 1981. Et en 1986 est adopté un plan d'ajustement structurel pour attirer les capitaux étrangers, pour réduire la dette publique en désengageant l'État d'un certain nombre de secteurs, les transports, la santé, l'éducation. Cela va se traduire par des privatisations d'entreprises, par une déréglementation, par une libéralisation dans le secteur agricole. Et les résultats sont plutôt satisfaisants en macroéconomie. C'est le retour de la croissance, 7% dans les années 2000. On constate aussi que l'écart de richesse commence à se creuser. La crise de 2008 a fait beaucoup de mal à l'Égypte. Elle s'est fait sentir très lourdement en Égypte. Et en 2009, on a le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui indique que 41% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 7,4% se trouvent dans un état de très grande pauvreté. Les écarts de richesse se creusent. Et les pauvres sont particulièrement importants en Haute-Égypte, c'est-à-dire dans la partie sud de l'Égypte. La Haute-Égypte abrite 60% des pauvres. Et on constate la reprise du travail des enfants. On constate des carences alimentaires importantes qui n'existaient plus. Et l'UNICEF indique qu'une dizaine de milliers d'enfants vivent dans les rues. Donc, il y a, pour une partie de la population égyptienne, une dégradation de la situation. Dégradation de la situation qui, en fait, a provoqué une série d'émeutes en 2008 lorsque l'État avait prévu de réduire les subventions sur les produits de première nécessité, ce qui allait, a priori, faire flamber les prix de ces produits. Et l'État renonce à réduire les subventions sur les produits de première nécessité. Alors j'avance à grands pas et j'arrive à Abdel Fattah el-Sisi qui, lorsqu'il arrive au pouvoir 2013-2014, ce sont les élections présidentielles, il hérite d'une situation économique difficile. Elle se caractérise par la pauvreté,
le chômage, du sous-emploi, une dépendance alimentaire qui n'est pas vraiment récente. L'Égypte, par exemple, est le premier importateur de blé au monde. Il y a aussi un déficit commercial. Alors, que fait le président El-Sisi ? Eh bien, il va lancer une série de méga-projets, lui aussi. Et je vous l'ai dit en introduction, des travaux d'élargissement du canal de Suez, par exemple. Voilà. Les travaux qui ont lieu sur la partie plutôt sud du canal de Suez. Vous voyez une photo aérienne, enfin même satellite, et puis vous voyez en rouge sur la carte les adjonctions, enfin l'élargissement ou le doublement du canal, plutôt, c'est l'expression qu'on utilise, le doublement du canal. L'idée est que, en fait, on va, avec le temps de circulation, pouvoir dorénavant faire passer en même temps, voilà, un convoi qui remontera du nord, qui ira du sud vers le nord, et un qui descendra du nord vers le sud. On a une petite pause au niveau du Grand Lac amer, et puis les deux convois vont pouvoir circuler ensemble sur le canal, et on n'est plus obligé d'attendre que l'un est traversé pour que celui qui va passer dans l'autre sens circule à son tour. Voilà, on va donc pouvoir aller plus rapidement, augmenter le trafic sur le canal de Suez. On prévoit aussi le développement de toute la région attenante au canal de Suez. Autre grand projet, méga projet, une nouvelle capitale administrative qui est à l'est du Caire. On prévoit la création, la construction de 8000 km de route. Et c'est très impressionnant. En quelques années, l'Égypte s'est vraiment transformée, y compris dans le Caire même. On prévoit la construction d'une centrale nucléaire dans un plan de développement de l'ensemble de la côte nord. Et ici, je vous ai mis des photos que j'ai prises il y a 2 ans à El Alamein. El Alamein, j'y suis allée en 2012 depuis le site de la bataille. Et, on ne voyait que le désert. Et vous voyez, en moins de 10 ans, toutes ces tours qui se sont construites. Et on a tout un front de mer qui est en train de se construire, avec au fond le palais du président. Vous avez une photo tout en haut de ce palais du président, parce que El Alamein doit devenir la deuxième, ou peut-être on est déjà la 3e capitale d'Égypte, en tout cas la capitale pour l'été, pour le gouvernement égyptien. Le grand projet, en fait, derrière cette côte nord, c'est d'essayer de redistribuer la population dans le pays, parce que la population, elle est concentrée sur le cours du Nil, et donc essayer de redistribuer autant que possible. Et donc, on a ce grand projet de développement de la côte nord. L'Égypte reste cependant une économie rentière qui repose sur 3 piliers. Je vous ai mis ici des graphiques sur l'évolution de ces rentes de l'économie égyptienne. Alors, en vert, vous avez les transferts de la diaspora égyptienne. Vous avez beaucoup d'Égyptiens qui partent travailler notamment dans le Golfe et qui renvoient des revenus dans le pays. Et vous voyez que ça représente des sommes assez considérables. Alors, tout à fait à droite, ce sont les prévisions pour le premier trimestre. C'est pour ça que les chiffres sont beaucoup plus bas. Mais on peut regarder donc les autres diagrammes. Transfert de la diaspora, c'est le 5e pays au monde pour l'importance des remises migratoires. Vous voyez aussi en orange les revenus du tourisme.
Alors, en 2020-2021, effectivement, ils se sont effondrés parce qu'il y avait la crise du Covid. On les voit repartir un petit peu. En 2023-2024, on est à 14,4 milliards de dollars. Donc, on retrouve à peu près les chiffres d'avant 2011. L'Égypte en a besoin et on est en train on va ouvrir incessamment sous peu, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est incessamment sous peu, le grand musée de Gizeh pour justement essayer de pousser les gens à venir voir les pyramides et ce grand musée. Et puis vous voyez aussi les rentes du canal de Suez et ce qu'elles représentent, mais on voit aussi que à partir de 2023-24, ces rentes qui étaient montées jusqu'à 8,8 milliards de dollars, elles diminuent. Elles diminuent parce que à l'entrée de la mer Rouge au sud, la situation est assez compliquée avec les Houthis du Yémen qui empêchent un certain nombre de navires, qui bombardent un certain nombre de navires. Et donc, ces problèmes de mer Rouge ont une influence sur l'évolution des recettes de l'Égypte. Voilà, l'Égypte, économie rentière qui souffre des fluctuations de ses rentes. Mais globalement, on peut dire qu'avec l'aide du FMI, l'Égypte d'Abdel Fattah el-Sisi a renoué officiellement avec la croissance au prix d'une hausse de son endettement, au prix de la dépendance des capitaux étrangers, notamment des capitaux du Golfe. Et on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas un certain leitmotiv de la vie économique égyptienne depuis le 19e siècle, appel aux capitaux étrangers et dette. La croissance de l'Égypte, qui est à l'heure actuelle parmi les plus dynamiques de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, elle reste insuffisante pour absorber les quelques 800 000 jeunes qui rejoignent chaque année le monde du travail et pour réduire de façon durable la pauvreté. Alors, sur ce premier point, Nasser, président el-Sisi, il n'y a pas vraiment de concordance, en tout cas, sur le projet égalitaire. Ce qui rapproche sans doute plus Nasser et le président actuel, ce sont les aspects politiques. Même si Nasser est un révolutionnaire et el-Sisi, loin d'être un révolutionnaire. C'est plutôt le restaurateur d'un ordre qui a été bousculé ou qui était en passe de l'être. Alors, c'est le deuxième thème, révolution de Nasser contre révolution d'el-Sisi, mais c'est une même direction. Lorsque les deux hommes apparaissent sur la scène politique, ils sont tous les deux en uniforme. Ce sont deux officiers, deux purs produits de l'Académie militaire égyptienne. Nasser y est rentré en 1937, el-Sisi en 1973. Lui a fait un passage ensuite par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et tous les deux quittent leur uniforme en endossant la fonction présidentielle. Mais l'armée reste une composante essentielle du pouvoir. Et on peut dire qu'avec le président el-Sisi, les militaires retrouvent leur position au sommet de l'État. Nasser, Sadat, Moubarak étaient trois officiers. Nasser et Sadat étaient dans la même promotion. Moubarak était un pilote de chasse qui a été ensuite formé en URSS, qui devient vice-président en 1975. Et à la mort de Sadat, il devient président, Sadat qui est assassiné le 6 octobre 1981. Mais Moubarak, dans son 4e mandat, a tendance à associer de plus en plus son fils, Gamal Moubarak, au pouvoir et à accorder plus de place aux
petit noyau d'hommes d'affaires proches de Gamal Moubarak. Et du coup, les relations du commandement militaire et du pouvoir politique ont tendance à se dégrader devant la perspective d'une succession en direction de Gamal Moubarak. Les relations se crispent. Bon, il n'y a pas de succession de Gamal Moubarak, vous le savez. Au contraire, Hosni Moubarak va renoncer au pouvoir après 18 jours de révolution, entre guillemets, de manifestation, et s'ouvre une période de transition. Alors, je peux vous remettre, si vous voulez, la chronologie. Donc, on est en 2011, période de transition, qui est pilotée par le CSFA, le Conseil supérieur des forces armées. Et à la tête du CSFA, on a le maréchal Tantawi. On annonce des élections qui vont se tenir assez rapidement, des élections de l'Assemblée, d'une part, qui voient le succès des frères musulmans, qui remportent 47% des suffrages. Et puis, un peu plus tard, au mois de juin 2012, ce sont les élections présidentielles. Et au second tour, on a deux candidats. On a d'une part Mohamed Morsi, qui est le président du Parti de la liberté et de la justice. C'est un frère musulman. Et puis, on a son concurrent, qui est Ahmed Shafik, qui est un général d'aviation, qui a été le dernier Premier ministre de Moubarak, et qui est donc, d'une certaine façon, un homme de l'ancien régime. Et les électeurs vont faire le choix de Mohamed Morsi. Donc le pouvoir passe aux mains des frères musulmans en juin 2012. Et ce, pendant une année. Et en juin 2013, eh bien, l'armée revient au pouvoir. L'armée contrôle de nouveau la situation. Et en juin 2014, le maréchal al-Sisi est élu président de la République. Il est actuellement au cours de son 3e mandat qui doit se prolonger jusqu'en 2030. L'armée retrouve sa place particulière que Nasser avait commencé à lui donner comme partenaire du pouvoir politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il connaît ce milieu, il a des amis parmi les officiers, il va donc les intégrer à l'administration, il va les nommer ministres, il va leur donner des fonctions de représentation à l'étranger en les nommant ambassadeurs, etc., etc. Donc, les militaires commencent à rentrer dans toute l'administration. Avec Sadat et Moubarak, on aura un petit mouvement en arrière, mais les militaires restent présents dans cette sphère politique. Et avec al-Sisi, le rôle de l'armée est renforcé même comme acteur clé dans le domaine économique. On va retrouver l'armée en charge de nombreux contrats publics dans le BTP et dans les infrastructures. Et c'est notamment à l'armée qu'est confié l'élargissement du canal de Suez, le doublement du canal de Suez. À l'international, les spécialistes disaient qu'il faudrait 10 ans. Eh bien, les Égyptiens ont mis 1 an à réaliser cette seconde voie du canal de Suez, cet élargissement du canal, avec donc l'armée au contrôle. On retrouve aussi l'armée présente dans l'industrie, dans l'énergie, dans le tourisme. Voilà, une armée qui retrouve sa place et qui même trouve une place encore plus importante comme acteur clé dans le domaine économique. La proximité entre Nasser et al-Sisi se retrouve également dans
leur détermination à lutter contre les frères musulmans. Nasser commence sa lutte contre les frères musulmans en 1954, après une tentative d'assassinat contre lui à Alexandrie. Il met les frères musulmans en prison. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un personnage qui est un membre des frères musulmans, Saïd Qutb, qui est emprisonné et qui va écrire en prison 2 ouvrages. L'un qui est un commentaire du Coran et le deuxième qui s'appelle Signes de piste. Signes de piste, c'est un ouvrage très important. On peut repérer 3 thématiques. Saïd Qutb assimile le régime nassérien à la période anté-islamique, à la Jahiliya. Et du coup, deuxième idée, Saïd Qutb dénonce le culte des idoles et aussi un peu le culte de la personnalité qui existe à l'époque de Nasser. Et il dénonce le fait que la loi islamique n'est pas le fondement de l'État. Et troisième idée, il exhorte ses disciples à combattre le régime. Et certains ont lu à travers cet ouvrage qui s'appelle Signes de piste une légitimation de la lutte contre le pouvoir en place. Et ça va commencer à nourrir les courants djihadistes contre les pouvoirs en place. Alors, Sadat aura un autre rapport avec les frères musulmans. Il va les libérer. Il va les libérer des prisons. En fait, il faut mettre ça en lien avec le rapport de la relation de Sadat et de Nasser qui a été compliquée. Arriver en fait à la présidence de l'Égypte après Nasser, c'est très très compliqué. Il faut assurer sa légitimité et le mieux c'est de prendre le contre-pied de la politique de Nasser. Donc on libère les frères musulmans. Il va aussi permettre le développement des associations islamiques. On a les Jamaat Islamiyya qui se développent auprès des étudiants à l'université. On a aussi toute une politique de réislamisation qui a lieu en Égypte avec Sadat. Par exemple, l'article 2 de la Constitution de 1980 indique que les principes de la loi islamique constituent la source principale de la législation. Et en parallèle, l'islam radical s'étoffe. Moubarak sera confronté à la violence de l'islam radical. D'abord, c'est l'assassinat du président Sadat. Et vous avez sans doute aussi en mémoire le massacre qui a eu lieu en 1997 à Der el-Bahari contre des touristes menés par un groupe de l'islam radical. Donc Moubarak va lutter contre cette forme d'islam radical. On va ensuite rentrer dans le régime de Moubarak a été suffisamment long. On va rentrer dans une phase d'apaisement avec les frères musulmans légalistes qui sont tolérés, qui vont pouvoir développer des actions sociales. Et puis ils arrivent au pouvoir en 2012 et en 2013, alors là, c'est le renversement complet des choses. On a un nouveau déchaînement de violence contre les frères musulmans. Les frères musulmans qui sont présentés comme une organisation terroriste par le nouveau pouvoir d'Abdel Fattah el-Sisi. L'association caritative est interdite. Le réseau d'écoles et de dispensaires est dorénavant placé sous le contrôle de l'État. Et puis surtout, en août 2013, au Caire, on va avoir des arrestations massives dans les campements des frères musulmans et un massacre de ces campements de frères musulmans. Et on a sans doute 20 000 frères musulmans qui, pendant cette année 2013, sont envoyés en prison. Une partie des cadres
s'exile en direction de la Turquie ou de la Grande-Bretagne. Abdel Fattah el-Sisi va engager une lutte plus largement contre les groupes djihadistes qui se développent au Sinaï entre 2015 et 2020. Il lutte aussi contre les voix critiques. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau de lutter contre les voix critiques. Et Nasser avait, par exemple, emprisonné les communistes. Abdel Fattah el-Sisi lutte contre les voix critiques, contre les porteurs du courant révolutionnaire de 2011. Par exemple, les membres du mouvement du 6 octobre, qui avait été fondé en 2008 et qui avait appelé à la première manifestation le 25 janvier 2011. Les membres de ce mouvement sont emprisonnés. Les blogueurs connaissent quelques problèmes. Les militants des droits de l'homme sont au minimum inquiétés par la sécurité nationale, voire arrêtés. En 2021, plusieurs ONG indiquent le nombre de 60 000 prisonniers politiques en Égypte. On a des mesures comme en novembre 2013, la loi sur les manifestations. On n'a pas le droit de manifester, pas le droit de se réunir en Égypte. On a la liberté de la presse qui est très bafouée. Quelques éléments qui viennent de Reporters sans frontières qui indiquent un glissement de la place de l'Égypte dans leur classification. En 2013, l'Égypte était au 158e rang sur 180. Vous me direz, ce n'était pas déjà extraordinaire. En 2021, l'Égypte occupe la 166e place sur 180. La loi antiterroriste de 2015 oblige à reprendre la version officielle du gouvernement pour parler des attentats. Donc vous voyez, la parole est très contrôlée avec éventuellement une autocensure des journalistes. Il y a en fait de la part du pouvoir le sentiment de menace d'un ennemi qui veut abattre le pouvoir. En fait, ce sentiment de menace, on le trouvait déjà chez Nasser, un sentiment très vif à partir de 1956. 1956, on le connaît du côté français, mais du côté égyptien, c'est un véritable traumatisme. On a envoyé un corps expéditionnaire français et anglais pour faire tomber le pouvoir. Et ça, c'est un véritable traumatisme. Il y a un ennemi qui veut abattre le pouvoir et Nasser va rester sur cette logique-là. Et dans l'Égypte actuelle, eh bien, c'est à peu près ce même état d'esprit. Il ne faut pas permettre la reproduction des événements de 2011. Et sans doute, il faut voir la construction de la nouvelle capitale et sa conception dans une perspective contre-révolutionnaire de sécurisation du pouvoir politique. J'ai une diapositive qui vous montre la nouvelle capitale administrative d'Égypte sous la forme d'un schéma. Donc la nouvelle capitale, vous voyez, elle est entre le Caire et le canal de Suez, sur la route de Suez. Et vous voyez la zone présidentielle, le quartier présidentiel. Il est entouré en rouge plus foncé. Vous avez des zones de divertissement. Vous avez ensuite une grande route. Vous avez des espaces verts. La zone présidentielle, elle est à l'écart du reste de la ville, où vous avez les immeubles de logement qui sont c'est la partie en grisé. Voilà. Donc on a éloigné la zone présidentielle qui est à l'abri aussi derrière des murs. On ne rentre pas dans cette nouvelle capitale comme on veut. Il y a des portes d'accès, et donc on peut éventuellement verrouiller
cette nouvelle capitale. Voilà, donc cette conception avec les murs de protection, les larges avenues, l'éloignement, c'est sans doute une perspective contre-révolutionnaire de sécurisation du pouvoir politique. Dernier élément, dans ce pouvoir politique, on retrouve aussi la figure centrale du chef de l'État, accompagné de tout un culte de la personnalité. Chez Nasser, c'était évident avec son charisme, et il réalisait aussi, ou il a essayé de réaliser aussi, les espoirs des Égyptiens d'indépendance, d'unité du monde arabe. Sadat a aussi développé un culte de la personnalité. Il était le héros du franchissement, celui qui avait récupéré le canal de Suez en 1973, et puis ensuite il était l'homme de la paix. Ça, c'est plutôt l'image pour les Occidentaux, beaucoup moins pour les Égyptiens. Le président Al-Sisi, eh bien, c'est l'ordre opposé au chaos, c'est la stabilité, c'est aussi le développement, la modernisation. C'est aussi l'homme qui a réunifié les Égyptiens divisés par la crise de 2011-2013, avec notamment un discours en direction des Coptes. Il nous reste un point à voir assez rapidement, parce que je me suis trop étendue, c'est l'Égypte sur la scène internationale. À l'époque de Nasser, vous savez que l'Égypte a été au centre de la scène internationale. 56, nationalisation, la guerre, 67, le conflit israélo-arabe. C'est aussi, on l'oublie quelquefois, mais avec Tito et avec Nehru, il est à l'initiative du mouvement des non-alignés qui refuse la logique des blocs, qui essaye d'affirmer l'indépendance des pays décolonisés. Alors, cette politique va entraîner une rupture avec la France et avec la Grande-Bretagne. Il aura des relations compliquées, Nasser aura des relations compliquées avec les deux grands, mais globalement, il essaye de trouver un équilibre avec les États-Unis, avec l'URSS. Et après 1967, il tombe dans une certaine dépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, puisque c'est notamment à l'Union soviétique qu'il confie la charge de reconstituer l'armée égyptienne qui a été complètement dévastée par la guerre de 1967. Sadat a pris le contre-pied de la politique de Nasser sur la scène internationale. Il fait une guerre pour faire la paix, une fois que l'honneur égyptien a été retrouvé en récupérant le canal de Suez. Et le choix de la paix, c'est aussi le choix de l'Amérique. La paix s'est faite sous les auspices américains, pilotés par Carter. L'Égypte va récupérer le Sinaï, avec quelques limitations de sa souveraineté dans la péninsule, mais l'Égypte a aussi une aide financière des États-Unis, tout à fait importante. Elle s'élève à $1 milliard par an, et même plus d'1 milliard par an. L'Égypte est le pays le plus aidé par les États-Unis derrière Israël. Et ça n'a pas été remis en cause par l'administration du président Trump. Aucun des successeurs de Sadat ne remet en cause le choix de la paix, pas même le président Morsi. Et l'Égypte essaye, tant bien que mal, d'avoir un rôle de médiateur dans les affaires israélo-palestiniennes. En revanche, depuis les années 2000, les liens avec les pays du Golfe se sont noués. Et les liens se sont renforcés avec 2011. D'abord le Qatar qui vient soutenir les frères musulmans, soutenir financièrement. Puis à partir de 2013, c'est l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui viennent massivement soutenir le nouveau chef de l'État, Al-Sisi, avec des dons, avec des prêts.
Excusez-moi. La relation avec les États-Unis, elle a souffert des interrogations du pouvoir américain sur la nature des événements politiques de 2013. Est-ce que c'était un coup d'État ? Si c'est un coup d'État, les Américains ne peuvent plus apporter leur soutien à l'Égypte. Alors, excusez-moi, c'est le gros chat dans la gorge. Le nouveau dirigeant a fait le choix de sortir de la relation très exclusive qui existait avec les États-Unis. Il a fait le choix d'un rapprochement avec la France à partir de 2015, notamment dans les fournitures d'armement, fournitures de navires, fournitures de Rafale, fournitures de porte-hélicoptères. L'Égypte diversifie ses partenariats avec la Russie, avec la Chine aussi. En 2014, la Chine et l'Égypte rentrent dans un partenariat stratégique intégral. La coopération se manifeste dans le rapatriement vers la Chine des étudiants ouïghours qui étaient présents en Égypte. L'Égypte s'associe aux nouvelles routes de la soie en échange d'investissements chinois, notamment dans la nouvelle capitale administrative, mais pas seulement. L'Égypte est membre fondateur de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, qui a été créée en 2015 à l'initiative de la Chine. En 2024, l'Égypte rentre dans les BRICS. Voilà donc des aspects économiques de ce partenariat avec la Chine. Il y a aussi, peut-être, derrière, un projet de nouvel ordre international parallèle, moins occidentalo-centré, neutre sur les enjeux de politique intérieure. Et on retrouve là les dynamiques des années 50-60. Le point noir pour l'Égypte est en 2025 la question des eaux du Nil, que Nasser avait pensé résolu avec la construction du grand barrage, mais il y a un autre grand barrage en amont qui a été créé par l'Éthiopie qui vient de finir le remplissage. Voilà donc 65 ans d'écart, mais des convergences, des permanences dans la politique égyptienne, des permanences qui peuvent se lire sur le temps long, voire le temps très long, presque même 19e jusqu'au 21e siècle. Le souci du développement, de la modernisation qu'on retrouvait déjà à l'époque de Mehmet Ali. Là, il s'agit de faire face aux défis de cette croissance démographique qui est extrêmement importante en Égypte. Il y a la méfiance vis-à-vis d'une relation trop exclusive avec un seul partenaire. C'était la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc, cette ouverture, ces partenariats que Abdel Fattah el-Sisi essaye de nouer. Et puis, on peut aussi évoquer une armée solidement installée aux commandes, mais Mehmet Ali était déjà un militaire, et un pouvoir autoritaire. Mais les aspirations égyptiennes qui s'étaient exprimées lors de la révolution de 2011, c'est-à-dire une meilleure répartition des fruits de la croissance, également la liberté et la dignité pour les Égyptiens, ces aspirations exprimées en 2011 n'ont pas vraiment obtenu satisfaction avec le nouveau pouvoir. Et elles constituent une certaine menace pour le pouvoir
qui érige des murs entre le peuple et lui. Le pouvoir égyptien actuel n'a pas encore trouvé la clé de la relation unique que Nasser en son temps avait réussi à créer avec les Égyptiens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de votre conférence et malheureusement, on n'a pas le temps de prendre des questions par rapport aux horaires annoncés. Alors, je vous invite à prolonger cette conférence par l'ouvrage que je citais tout à l'heure, donc Histoire de l'Égypte moderne, l'éveil d'une nation, en collection poche, donc c'est tout à fait accessible, sachant que les PSACOE auront la chance de pouvoir l'acheter avec une signature tout à l'heure dans le hall. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le réalisateur du film, Tarek Saleh, nous a adressé une vidéo qu'on va diffuser maintenant, où il s'excuse de ne pouvoir être avec nous en visioconférence puisqu'il est dans un avion pour Séoul en ce moment. Donc matériellement, c'était totalement impossible, voilà, malheureusement. Et donc on va le regarder et puis à 20h, vous pourrez découvrir en avant-première le film qui a été sélectionné à Cannes, Les Aigles de la République. Merci de votre attention, merci Anne-Claire Bonneville. Merci. Good people of city of Pisac. I wish I was with you. Unfortunately, I am, as you see this, I'm actually on an airplane on my way to Korea. But right now I'm in Finland, out on the countryside. And I wanted to tell you a little bit about the film you're about to see. So this film, Eagles of the Republic, is the last film in my trilogy about the power structures in Egypt and in Cairo. And just to give you a little context before you see the film, this film deals with the film industry and the relationship to the Egyptian army. And the Egyptian army is not like a regular army. It has 30% of the country's economy in its hands, which is quite problematic because with this, you know, what they do, they have a company called the United, and this company does everything else but defense. You know, they produce shoes, they, you know, are into agriculture. For example, they export sweet potatoes to Sweden, you know. And when El-Sisi took power in his military coup, he set a new goal for this big company that the army is running to control television and the film industry. And so they took over, and it went very quickly. They took over all the private TV channels, and they took over the major part of the film industry. And the idea to this film came when I saw one of their first productions, which was this television series called Al-Ikhtiyar, which means the choice, and it's about El-Sisi's rise to power. So when this TV series was going to be made, they cast this tall, handsome actor. His name is Yasser Galal, and he has a lot of hair, and you know, and as anyone who knows El-Sisi, he is actually 166 tall and bold like me, you know. So it would be as absurd as if, you know, I would ask Brad Pitt to play in a biopic about myself. So this inspired me to this last installment of the trilogy, and I hope you're going to enjoy it. And I hope to see you in the future. I hope to come to your city and visit. Bye.